Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire qu'on s'associe aux propos de notre collègue qui sont très factuels sur l'organisation de la séance. Nous n'avons effectivement pas écouté, nous n'avons pas déposé d'amendement, tant il y en aurait eu à faire, et nous aurait pris à vouloir emboliser cette séance. Et surtout, on a respecté votre mail du 7 novembre pour pouvoir prendre un peu plus de temps sur nos propos liminaires, puis quelques interventions complémentaires lors du débat. Derrière un métier, celui de paysan beaucoup décrié, bâché, commenté par tous, derrière un syndicaliste, celui des jeunes agriculteurs et de cette affreuse FNSEA, bouc émissaire facile de bien de nos problèmes environnementaux, derrière une étiquette politique bien ancrée à droite, assumée et revendiquée, beaucoup auront déjà classé, voire caricaturé mon intervention et celle du groupe LR. Pourtant, les élus du groupe LR, comme beaucoup ici, à la tête d'exécutifs, font énormément au-delà des réglementations et n'ont pas attendu Néoterra pour faire. L'écologie, ça se débat certes, mais surtout, ça se pratique au quotidien, dans chacun de nos actes et nos responsabilités. Voilà la doctrine de notre groupe. Monsieur le Président, je comprends votre besoin d'afficher, en ces temps, votre flamme pour l'écologie, d'autant que le bilan de Néoterra est d'un vert bien pâle. Mais alors, pourquoi en rajouter une couche? L'écologie est une bonne fille, mais pour qu'elle soit fidèle, il faut l'embrasser tous les jours. C'est là peut-être votre ambition première. C'est là peut-être votre ambition première. Elle ne satisfait guère d'intention, mais plutôt d'actes. L'expérience des élus de terrain LR nous a dicté de livrer quelques réflexions sur ce grand débat de l'écologie moderne qui peut faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre. D'un côté, la stérilité d'une écologie du renoncement et de la décroissance. De l'autre, l'espoir de fertilité d'une écologie positive. Notre objectif est de redonner espoir à tous ceux qui croient que la planète est condamnée. Il est encore temps d'agir, même si le temps presse. Nous n'avons plus le choix, la température de la Terre est rentrée dans un cycle d'augmentation continue et puissante. Les derniers climato-sceptiques sont en train de battre en retraite devant l'évidence. La planète se réchauffe vite, beaucoup plus vite que durant n'importe quel des nombreux cycles climatiques qu'elle a connus dans son histoire. C'est incontestable. Mais sachons aussi relativiser, comme l'a d'ailleurs souligné Valérie Masson-Delmotte, en matière de réchauffement climatique, la Nouvelle-Aquitaine et la France appartiennent au club des territoires les plus vertueux au monde. Nous émettons 5 tonnes de CO2 par habitant. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un des plus petits chiffres des pays développés. C'est un quart de moins que la moyenne européenne ou de la Chine, moitié moins que l'Allemagne qui nous fait la leçon régulièrement, la Russie ou le Japon et 2 tiers de moins que les États-Unis. Ce succès, nous le devons au nucléaire. Merci mon général d'avoir eu la vision et le courage politique qui fait tant de défauts aujourd'hui. Le nucléaire nous permet d'éviter chaque année des rejets considérables de gaz à effet de serre, mais aussi, il faut bien l'admettre, une relative désindustrialisation. Nous réaffirmons notre soutien au nucléaire et à l'industrialisation. Et vous, Monsieur le Président, quelle est votre position? Car cette dernière, malgré une lecture studieuse, ne transpérait pas plus dans Néoterra 2 que dans Néoterra 1. Oubli ou omission, c'est en tout cas bien fâcheux. Si la Nouvelle-Aquitaine et la France sont parmi les petits producteurs de CO2, son bilan est en revanche bien plus dégradé quand on prend en compte l'effet des importations. Nous doublons notre impact en passant de 300 à 605 millions de tonnes équivalent CO2. En résumé, nous polluons peu en France, mais nous consommons beaucoup de produits polluants que nous faisons produire à l'étranger par des pays moins regardants. C'est ainsi que nous comptons parmi les receleurs des émissions du charbon chinois, du lignite allemand et du gaz de schiste américain. 3 scandales de pollution des temps modernes qui répondent sans conteste à la définition de crime d'écocide qu'a fait émerger la Convention citoyenne voulue par le président Macron et qui a pourtant si peu été écoutée.
Il y a 20 ans, la Chine émettait 3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an, comme la zone euro. Aujourd'hui, elle est à plus de 12 milliards, c'est-à-dire davantage que les Européens et les États-Unis. Tout conduit à l'inévitable conclusion que notre génération a beaucoup abusé. Le moment est venu d'en prendre acte et de choisir un autre cap. La réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre doit dicter notre action collective, sociale, économique et politique. Il y a urgence à produire moins ou mieux. Tiens, voilà le début d'un clivage que l'on retrouve régulièrement dans cette Assemblée. Celui-ci va servir de ligne de démarcation pour les années à venir. Il sous-tend déjà ce qui nous différencie dans les choix politiques à prendre. Monsieur le Président, le choix, comme vous essayez de nous le faire comprendre depuis ce matin, comme si nous en avions besoin d'ailleurs, le choix, disais-je, ne porte plus sur l'objectif, mais sur la méthode et les priorités à fixer. C'est bien là ce qui nous sépare, Monsieur le Président. Or, Néoterra ne répond pas vraiment à ces grands enjeux. Jean-Marc Jancovici, polytechnicien écologiste brillant et influent, vous a vraisemblablement inspiré avec un de ses thèmes favoris, la décroissance. Il prédit des temps difficiles, notamment en raison de l'impact social du réchauffement, des migrants, de l'instabilité politique. On doit comprendre que notre bien-être social, les 35 heures ou même les retraites sont intimement liées à l'abondance de l'énergie. Avec la fin du charbon et du pétrole, Jancovici prédit une contraction sévère et longue du pouvoir d'achat. Pour lui, elle a déjà commencé en 2008 avec le pic de production du pétrole conventionnel. Dans la même veine, le professeur Serge Letouche souhaite une accroissance, tout en allant plus loin avec un vaste projet de société qui couvre l'organisation politique, la philosophie, l'économie. La décroissance est pour lui une révolution à mener, totale et englobante, bien plus qu'une simple conséquence inévitable de la fin du pétrole. Monsieur le Président, nous nous interrogeons parfois si ce n'est pas votre dessein, à vous, vos alliés d'hier ou d'aujourd'hui, localement ou nationalement. S'il vous plaît, éclairez-nous. Les décroissantistes veulent faire croire par la croissance économique et les émissions de carbone sont liées par un rapport immuable. Voyant le PIB augmenter en même temps que les émissions de CO2, ils déduisent que l'un est la cause des autres et vice-versa. Les données de la Banque mondiale démentent le propos. En 90, pour chaque dollar de PIB, le monde émettait 0,4 kg de CO2. En 2018, c'était 0,27. L'Europe plus vertueuse est passée de 0,29 en 90 à 0,15 à 0,18, conformément à ce que disaient tout à l'heure nos experts. Si nous arrivions à maintenir notre continent sur la ligne droite déjà engagée, sans accélérer la pente, il n'y aurait plus d'émissions CO2 pour l'Europe d'ici 30 ans. Mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés que notre groupe LR ne soutienne pas ces oiseaux de malheur. Nous avons confiance dans la science. Nous aimons le progrès, mais aussi nous mesurons les risques écologiques qui sont devant nous et l'urgence de la situation. Face à l'avenir, nous estimons que le pire n'est pas certain et nous restons persuadés qu'il existe des solutions si nous arrivons à mobiliser nos énergies, notre science, nos entreprises dans la bonne direction. Pour réussir, il faudra de l'optimisme, du pragmatisme et du bon sens. Optimisme, pragmatisme et bon sens, autant d'ingrédients qui font défaut à notre feuille de route Néoterra. Comme l'a rappelé Jean Pisani-Ferry, il n'y a pas d'arbitrage permanent à rendre entre croissance ou pouvoir d'achat et préservation de l'environnement. Notre groupe LR est convaincu que la transition écologique est un vecteur de croissance. Pourquoi ne l'affirmez-vous pas également, Monsieur le Président ? La révolution du bas carbone, qui doit être notre priorité absolue, va emporter un nombre considérable d'innovations dans tous les secteurs. Ces innovations donneront envie de consommer différemment, mais le consommateur, mais de consommer quand même, sans oublier la sobriété sur un certain nombre de secteurs. À cela s'ajoute la fierté, celle de participer au grand projet de sauvetage de la planète et des êtres vivants. Après les révolutions agricoles, industrielles, numériques, nous allons connaître une révolution écologique. Notre collègue Gilles Boeuf dit
une métamorphose. Cette métamorphose ou révolution sera d'abord imposée par le consommateur. La prise de conscience de la valeur environnementale des produits est un phénomène récent, mais qui gagne du terrain. Il y a bien plus qu'une simple tendance de consommation, bien plus qu'une mode. Mais il n'y aura pas que la consommation. La révolution bas carbone va engendrer des investissements considérables qui contribueront également à la croissance économique. La raréfaction des ressources fossiles va nécessiter la réalisation, quoi qu'on en pense, malgré les anti-tout, de méga-projets, notamment en matière d'infrastructures. Il y aura les énergies renouvelables, affirmons-le, mais aussi le nucléaire, l'hydrogène, la voiture électrique, les transports en commun, le TGV et bien d'autres. Par ailleurs, nous disposons d'une grande puissance agricole et forestière en France, et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. Et par vos choix de conditionnalité en 2023 et par les choix de Néoterra, elle est malheureusement plus la première région agricole de France. Face à votre politique de décroissance, déclinée à travers Néoterra et le PSR en matière agricole, nous soutenons pour notre part notre modèle forestier et agricole, moteur de croissance et développement des territoires. De fait, nos forêts et notre agriculture, notamment avec les prairies et l'élevage qui est lié, nous permettent de stocker du carbone et de garantir à terme notre autonomie alimentaire. Au-delà de l'alimentation, qui reste une priorité, qu'il s'agisse d'emballage, de tissus ou de matériaux de construction, le végétal va progressivement se substituer au minéral et aux hydrocarbures. Cette mobilisation du végétal est un immense espoir pour notre économie. Nous devons répondre présent. Pourtant, Néoterra ne l'aborde pas. La priorité bas carbone, voilà l'ambition que nous avons pour les Néo-Aquitains et pour notre pays. Ce qui caractérise Néoterra, c'est le mal galopant de la démultiplication des objectifs sans de véritables moyens en regard. Qui trop embrasse, mal étreint. Ce qui frappe le plus dans cette feuille de route, c'est le manque de discernement. Presque toutes les préoccupations sont placées sur le même plan. On refuse la hiérarchie. Tout semble égal. Et au total, on aboutit à un fatras informe de propositions qui, sans être dénuées d'intérêt, noient l'essentiel dans l'accessoire. C'est la grande faiblesse de Néoterra, mais il faut bien faire plaisir au plus grand nombre, fût-ce au prix d'un document aussi touffu que confus. Ce n'est point qu'il ne faille pas se mobiliser pour préserver l'eau, recycler nos déchets, supprimer les intrants de synthèse en 2030, 40, 50, installer des nichoirs oiseaux, construire des hôtels à insectes et tant d'autres choses trouvées dans cet inventaire à l'après-vert. Mais une préoccupation devrait dominer toutes les autres, celle de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, sans quoi nous finirons tous grillés. Ce jour-là, nous regretterons de ne pas avoir fait le tri. Pour notre groupe LR, l'écologie repose sur un triptyque. Le simple bon sens, la priorisation des actions autour d'objectifs bien ciblés et une nécessaire action publique. Une action publique cohérente à tous les niveaux, national, régional et local, car il ne faut pas craindre de regarder ce qui se fait sur le terrain et qui fonctionne déjà. De même que la microéconomie nourrit la macroéconomie, la microécologie doit nous éviter de tomber dans une écologie uniformisatrice et donc dangereuse qui sérise les territoires au bénéfice d'une écologie de la différenciation nourrie d'initiatives territoriales. Une écologie qui doit être éclairée par les scientifiques, Pascal. Je termine, plutôt que par les prétendus experts qui sont souvent que des moralisateurs. Une écologie de l'action reposant sur des mesures concrètes, la mise en place d'une véritable taxe carbone à nos frontières, la révision de la fiscalité, la mise en place d'une pastille verte et rouge consacrant les produits les plus ou moins vertueux en émissions de gaz à effet de serre, la mise en place de clauses miroirs avec les pays tiers, la reconnaissance d'une finance à impact au service du financement des opérations majeures de développement durable pour notre planète, la pondération du principe constitutionnel de précaution par le droit à l'innovation, la possibilité constitutionnelle de faire aboutir dans des délais raisonnables les grands projets structurants et d'intérêt général, la mise en œuvre d'une nouvelle étape de décentralisation pour permettre aux collectivités locales de porter ces grands projets à leur rythme, selon les besoins et leur population et les réalités de leurs territoires respectifs. Le corollaire est désormais de donner, ou plutôt rendre, aux territoires les moyens de conduire eux-mêmes leur transition écologique. Par exemple, en reconnaissant mieux
les bonnes pratiques des territoires écologiquement vertueux et qui devraient pouvoir, à ce titre, bénéficier d'un régime de contraintes assouplé avec la création de ZEN de qualification environnementale et ZQE, en passant de slogans tels que zéro phyto à tout prix à des principes de bon sens comme pas d'interdiction sans solution, afin de ne pas imposer une écologie de l'interdiction pure qui n'est ni viable économiquement ni vivable socialement. Tout le monde me demande de faire respecter le règlement intérieur. Eh bien, c'est 10 minutes. Le règlement intérieur, j'entends bien, mais votre règlement intérieur, moi je me réfère au mail. Je pense être complètement dans le sujet et être aussi force de proposition comme notre groupe depuis toujours. Bien. Alors pour conclure, mes chers collègues, Néo-Terrain est bien loin de nos objectifs prioritaires, même si nous trouvons quelques axes complémentaires utiles. Mes collègues y reviendront. Toujours est-il, Monsieur le Président, que Néo-Terrain reste un ensemble cosmétique destiné à s'acheter une vertu, à plaire à vos alliés du jour et du passé. Néo-Terrain, c'est de l'incantation, alors qu'il n'y a plus que jamais besoin d'action. La feuille de route refuse de prioriser ou de rechercher des solutions concrètes aux problèmes des Néo-Aquitaines dans leur diversité. De plus, elle ne repose et elle ne propose aucun cadre partenarial qui est pourtant la condition sine qua non pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre ainsi que des moyens d'action à la hauteur des défis. Qu'on se le dise, la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas seule sur Terre et elle aura besoin de partenaires pour conduire sa transition écologique. Sans cadre partenarial et financier clair, Néo-Terrain reste très éloigné de notre ambition de croissance verte et notre priorité. Vous êtes à 17 minutes, c'est pas sérieux. Bas carbone, ainsi que sa capacité à financer son contenu. Vous n'êtes pas au département de Corrèze ici. À quelques abstentions près, le groupe LR votera logiquement contre cette feuille de route. Nous n'avons pas fait d'amendement car il est nécessaire que nous puissions collectivement remettre l'ouvrage sur le métier. Nos concitoyens en ont besoin. De toute façon, Monsieur le Président, cela vous va parfaitement car vous faites régulièrement vote cette maxime de Voltaire rendue célèbre par Édouard Herriot. En politique, mieux vaut avoir tort avec ses amis que raison avec ses adversaires.